On accueille donc Pauline Pérez des Hôpitaux Civils de Lyon pour nous parler d'intelligence artificielle et de machine learning en réanimation. Merci Pauline. Alors, merci de m'avoir invitée pour parler de ce thème passionnant. Donc, je vais m'occuper de machine learning et réanimation et je vais vous faire de façon courte l'historique en fait, du machine learning. Ça commence avec la machine de Turing pendant la Seconde Guerre mondiale où en fait, il y a un algorithme qui permet de traduire les messages allemands qui sont codés en anglais. Alors, suite à ça, il y a un grand engouement. Le machine learning et l'IA deviennent une science. C'est la guerre froide et on pense même qu'on va pouvoir traduire des textes russes en anglais. Il y a beaucoup de gens qui sont mis sur cette tâche et finalement, c'est très décevant. Au terme de plusieurs années d'études, il n'arrive à traduire du russe à l'anglais que 40 phrases et avec une traduction qui est très médiocre. Finalement, dans les années 70, c'est la grande désillusion. L'IA et le machine learning sont complètement laissés sur le côté. Ça ne marche pas du tout. Et il n'y a pas de perspective et on travaille plus sur l'automatisation des tâches. Dans les années 90, les ordinateurs s'améliorent, on a une augmentation de la puissance de calcul et ça remet en branle toutes les recherches qui avaient été arrêtées sur le machine learning. Puis en 97, il y a le programme d'IBM, Deep Blue, qui gagne pour la première fois des échecs contre un humain. Et ça relance complètement cette voie de recherche. Puis dans les années 2010, c'est l'émergence du deep learning. Le deep learning existe depuis les années 80-90. C'est surtout un Français qui travaille là-dessus, Yann Lequin, qui est maintenant directeur de l'IA chez Facebook. Et en 2010, il y a en fait une compétition pour la reconnaissance d'images. Personne n'utilisait le deep learning. D'ailleurs, cette reconnaissance d'images, elle est assez moyenne, elle fait moins bien que l'homme. Et pour la première fois, il y a dans ce concours un algorithme de deep learning. Et dans les suites, le deep learning va être utilisé de façon majoritaire dans ces reconnaissances d'images. Alors, l'intelligence artificielle, c'est la grande science qui s'occupe d'imiter l'intelligence humaine, qui repose sur la création et l'application d'algorithmes. Il y a dedans le machine learning, qui est plutôt un algorithme qui est capable d'apprentissage. Il est basé sur des bases de données. Il permet de générer une prédiction ou une catégorisation. Et puis, dans le machine learning, il y a le deep learning, qui est un algorithme d'apprentissage qui est basé sur un réseau de neurones. Alors, c'est complètement différent de l'automatisation. L'automatisation, ça suit un algorithme et ça pourrait être un bot, par exemple, qui analyse les douleurs thoraciques aux urgences. C'est: avez-vous une douleur thoracique? Oui. Faites un ECG. Quel est le résultat? On ne peut pas répondre autre chose que ce qui est proposé. Sus décalage ST, le diagnostic est un infarctus. Ça a suivi parfaitement l'algorithme et on ne peut pas du tout en sortir. C'est de l'automatisation. Ça n'a rien à voir avec de l'IA ou avec du machine learning. Alors le machine learning, je vais essayer de vous faire sentir en fait les différentes techniques qu'on peut utiliser et vous montrer que vous l'utilisez dans votre vie quotidienne, même si vous ne l'utilisez jamais en médecine. Alors, on a une part d'apprentissage supervisé, d'apprentissage non supervisé et d'apprentissage par renforcement. Alors, l'apprentissage supervisé, en fait, il faut labelliser les images, par exemple, avant, pour pouvoir discriminer telle ou telle chose. Alors, par exemple, là, on labellise que c'est des chiens, on labellise que c'est des chats, et puis l'algorithme va être capable de différencier les chiens et les chats. L'algorithme non supervisé, cette fois, on ne va rien donner en input à l'algorithme. On lui donne juste des images sans label. Et c'est lui qui va s'occuper de faire des groupes. On dit qu'il fait du clustering. Donc, il va dire, là, il y a un premier groupe. Là, il y a un deuxième groupe. Et là, en fait, il y a un troisième groupe. C'est après à l'homme, finalement, de savoir quel est le lien et comment les ranger, en fait. C'est probablement des chiens, des chats. Et pourquoi il a mis Droopy tout seul ? C'est pas un personnage Disney, par exemple.
Alors l'apprentissage par renforcement, c'est un apprentissage qui va être en essai-erreur. Donc, par exemple, là, vous voyez le petit bonhomme, il se prend le mur, il sait que c'est mauvais, et puis il va sauter au prochain essai. Et c'est comme ça qu'on peut faire du renforcement et améliorer la prédiction. Alors le machine learning dans l'apprentissage supervisé, il y a 2 types en fait d'algorithmes qui sont utilisés. Par exemple, un algorithme de régression, ça peut être utilisé par exemple pour fixer le prix de biens immobiliers par rapport à la localisation, par rapport à l'étage, par rapport à la surface. Ça va donner une prédiction du prix du bien. Ça peut être des algorithmes de classification, par exemple dans les boîtes mail, ce qui va donner si ce mail est un spam ou pas. Il va y avoir un apprentissage d'autant plus que vous déclarez que le mail que vous venez de recevoir est un spam. Il va pouvoir apprendre et classifier de mieux en mieux les spams et les non-spams. Il y a de l'apprentissage non supervisé, ça c'est du clustering, c'est comme je vous ai montré, c'est par exemple dans les logiciels de musique, si vous commencez à lancer des programmes flow, eh ben, ça va regarder ce que vous écoutez habituellement, puis ça va vous proposer d'autres musiques qu'un collectif de gens ont l'habitude d'écouter. Et puis il y a l'apprentissage par renforcement, qui n'est pas l'apprentissage le plus efficace en termes de temps de calcul, mais c'est par exemple ce qui a été utilisé en partie dans les algorithmes d'AlphaGo. Donc cet algorithme qui permettait de jouer au jeu de Go. Et puis après, il y a le deep learning qui est à la marge entre le supervisé et le non supervisé. C'est en fait un réseau de neurones et ça donne des poids. C'est comme en fait tourner des boutons. Alors il peut y avoir des centaines, voire des milliers de boutons. Il y a une fonction mathématique qui est très complexe, qui n'a pas forcément de lien causal, mais qui va pouvoir parfaitement, sur une base de données bien entraînée, par exemple, différencier un chien d'un chat. Alors, dans Nature, il y a eu en 2021 un éditorial qui donnait un peu les 8 voies où le machine learning va pouvoir assister dans le futur la médecine. Il y a tout un champ qui est plutôt de recherche et puis un deuxième champ d'application. Alors, j'ai suivi à peu près ce programme. Ça va permettre, par exemple, de reconstruire des maladies et de, par exemple, valider des hypothèses. Donc là, c'est de l'EEG, c'est pour essayer de prédire les dynamiques cérébrales des états de conscience. À gauche, on a les connectivités structurelles en IRM, et puis à droite, de la connectivité fonctionnelle. Et en fait, ils ont réussi à faire des états à partir de machine learning non supervisés. Donc finalement, ce n'est pas du tout des choses à noter. De façon automatique, ils ont prédit 7 états et ils se sont rendus compte que ces états, et suivant le pourcentage d'états qu'il y avait, ça permettait de prédire, alors là c'est des macaques, s'ils étaient réveillés, s'ils étaient sous kétamine, s'ils étaient à des doses plus ou moins importantes de sévoflurane. Et donc, c'était des algorithmes qui permettaient de chercher des signatures de conscience et on voit bien comment ça pourrait nous aider, par exemple en anesthésie, pour avoir un véritable monitorage de la conscience et de l'hypnose. Là, il y a un essai sur le sepsis où il y avait des données de transcriptome qui sont très complexes, avec une difficulté pour l'homme de pouvoir les analyser directement. Là aussi, on a fait du clustering non supervisé et ils ont vu émerger en fait deux catégories de patients, les SR1 et les SR2, et ils ont pu montrer que les patients qui étaient SR2 et qui avaient reçu de la cortisone durant leur choc septique mouraient beaucoup plus alors qu'il n'y avait pas d'effet pour les SR1. Donc ça pourrait aussi permettre de mieux déterminer les patients qu'on doit mettre dans les études.
Ça, c'est un domaine que je maîtrise plus, la prédiction des états de conscience. À la Pitié-Salpêtrière, on fait des EEG avec beaucoup d'électrodes, 256 électrodes. Et on a aussi un algorithme qui est labellisé, qui est donc supervisé, qui, au travers de beaucoup de valeurs dans l'EEG, permet de prédire si les patients vont rester végétatifs ou vont être, vont être en état minimal de conscience. Une autre étude qui est parue dans le JAMA en 2019, qui est assez intéressante, ils ont fait du clustering sur des patients en sepsis au travers de 3 grands essais randomisés. Donc, il y avait Access, PROWESS et PROCESS. Donc, peu importe ce qu'ils testaient, ils testaient en fait soit un protocole d'hémodynamique, soit de la protéine C recombinante, soit un anti-TLR4, merci, un antagoniste des TLR4. Et ils ont pu montrer que ces essais, au travers de 4 catégories de patients qu'ils avaient dégagés, finalement, PROCESS, donc le protocole hémodynamique, aurait pu être bénéfique, aurait pu montrer quelque chose de positif si des patients, et notamment les patients qui étaient qui étaient les plus insuffisants rénaux et qui avaient le plus de valeurs biologiques touchées, auraient pu montrer un bénéfice. Donc il y a 2 choses. Ça montre à quel point on pourrait, en utilisant ce genre d'algorithme, mieux choisir les patients, mais également comment on peut faire basculer, en mettant toujours les mêmes patients dans les essais, comment on peut les faire basculer de positif à négatif. Alors là, on en a parlé juste avant, ça peut aider pour le triage, par exemple pour l'admission en réanimation neurologique, pour détecter des patients qui vont avoir besoin de réanimation dans les services d'urgence, ou qui permettait de savoir comment trier les patients avec le Covid-19. C'est des bonnes courbes ROC. Il y avait même eu pour le Covid une prédiction avec un site internet qui était sorti. Mais je pense qu'il n'y a aucune personne dans cette salle qui l'a utilisé. Ça permet aussi de faire de la prédiction. Par exemple, ici, on montre même que c'est une meilleure performance pour prédire la mortalité en réanimation par rapport à d'autres scores qui n'ont pas forcément été faits pour ça, mais qu'on utilise souvent. SOFA, SAP, SAPH2, que le QSOFA. Ça permet aussi de prédire au travers de tout le monitorage qu'on fait habituellement, de la fréquence cardiaque, de la tension et de la SPO2, de l'ETCO2, de prédire des hypotensions. Et par exemple, dans cette étude, il montrait qu'avec un certain seuil, quand l'alarme résonnait, c'est que dans les 5 minutes, il y allait avoir 65% des patients qui allaient avoir une hypotension, et ça les détectait dans 92% des cas. Ça peut aussi améliorer les soins, par exemple Better Care, c'est de Proof of Concept, qui font de la prédiction du risque d'asynchronie, respiration après respiration. On peut aussi améliorer le monitorage, par exemple dans cette étude aussi, qui était une étude de faisabilité, qui montrait qu'au travers du monitorage de signaux physiologiques, mais également d'accéléromètre, de mesure du bruit dans la chambre, du mesure de la luminosité, et aussi une vidéo qui permettait de détecter les niveaux d'agitation et les niveaux de douleur, de détecter le délirium en réanimation. Et c'est quelque chose qui se poursuit pour savoir si c'est pertinent, est-ce que ça permet de suivre les traitements et est-ce que ça permet de corriger des actions entreprises.
Ça pourrait être aussi un merveilleux outil d'aide à la décision. Là, dans cette étude, ça permettait de détecter quand le patient était prêt pour la sortie à partir de la pathologie, des signaux physiologiques, biologiques et de l'examen clinique, en montrant d'autant plus que les patients sortaient en général trop tard de la réanimation, que souvent ils étaient prêts avant. Ça permettrait aussi d'aider à la décision dans l'orientation des centres experts et ça pourrait être une aide diagnostique. Finalement, le machine learning, on a eu une crise qui a permis de le tester dans plein de champs. C'est le machine learning face au Covid. Ça a permis, par exemple, de mieux caractériser la maladie. Il y a eu des algorithmes pour essayer de détecter sur les scanners si c'était des scanners de Covid ou pas, avec des résultats qui étaient très corrects, mais je pense que personne n'a vu l'utilisation de ce genre d'outils. Ça permettait aussi la prédiction de la mortalité, la prédiction de l'intubation. Il y a également le logiciel Watson de chez IBM qui a essayé d'informer sur la maladie, par exemple en donnant des informations via des bots qui s'activaient suivant les réponses que vous lui donniez. Il y a Google aussi qui a travaillé sur comment lutter contre la maladie et donner des informations via soit les réseaux sociaux, soit via Google sur comment adapter des mesures sanitaires au Covid. Blue Dot permettait aussi de suivre l'évolution de la maladie avec des courbes de prédiction lors des différentes vagues. Et celui probablement qui a été le plus utilisé et dont on a entendu le plus parler, c'était le programme chinois SenseTime qui permettait l'exécution des mesures sanitaires et par exemple qui travaillait sur des vidéos pour voir s'il y avait une adhérence des protocoles sanitaires, notamment au niveau du masque. Alors finalement, je pense que vous avez bien senti que le machine learning, vous l'utilisez dans votre vie tous les jours et finalement assez peu en médecine. Les points forts du machine learning, c'est que c'est souvent, en tout cas au bout d'un moment, plus performant que l'homme dans des tâches qui sont perceptuelles, notamment les patterns de reconnaissance, la classification d'images, le clustering. Ça permet de capturer beaucoup de variables et ça permet souvent de mieux ranger en classes les choses. C'est notamment le cas dans la vie tous les jours, les reconnaissances de visage sur Facebook, au travers du succès d'AlphaGo, des assistants numériques qu'on utilise ou même de la voiture autonome. Et puis, ça peut quand même nous simplifier certaines tâches qui sont redondantes ou... Les limites, je pense que les limites en médecine, c'est la constitution de bases de données qui soient non biaisées, c'est des données sensibles, c'est comment utiliser ces données. L'utilisation des données continues, c'est vrai que quand on reporte des données, elles sont souvent fausses, il manque des données. Et c'est vrai que l'utilisation de données continues via les scopes, via des suivis en temps réel, c'est des choses aussi qui pourraient améliorer les bases de données. Il y a aussi les risques d'overfitting, c'est-à-dire que utiliser qu'un seul centre à chaque fois, on risque de jamais pouvoir le généraliser aux autres centres. Et le travail en multicentrique, d'autant plus qu'il faut des bases de données énormes, a tout son sens. Ce qui est peu le cas pour Google ou pour IBM, c'est les coûts financiers et temporels. Il y a quand même peu d'argent en médecine qui est investi là-dessus, sauf certains industriels, mais qui souvent ne répondent pas aux questions vraiment posées. On parlait tout à l'heure de la légitimité de ces algorithmes. C'est vrai que finalement, prédire l'hypotension 5 minutes avant qu'elle arrive, est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que ça va changer notre prise en charge? Ça, on n'en sait rien.
Et la dernière chose, c'est que ces algorithmes sont assez mauvais pour faire un raisonnement causal. Il faut toujours, déjà ce que vous mettez en input dans ces algorithmes, il faut l'avoir bien réfléchi parce que ça vous fait du clustering quoi qu'il arrive. Donc il peut en sortir n'importe quoi. Les fonctions mathématiques qui mènent aux résultats n'ont pas de sens en termes de causalité. Et après, il y a tout un travail à faire pour reprendre et pour dégager le véritable sens de ces algorithmes. Merci. Merci beaucoup, Pauline, pour cette très belle intervention. Y a-t-il des questions dans la salle, des remarques ? Si c'est le cas, je vous remercierai de vous saisir du micro pour qu'on en profite tous. Moi, j'avais deux questions. La première, et tu l'as très bien dit en fait, c'est que ces technologies qui sont finalement pour la plupart accessibles, souvent pas très chères, elles sont sous-utilisées. En fait, elles sont très peu utilisées. Comme tu le disais, hein, les outils de prédiction pour le Covid, pour le triage, en fait, il y a quelques happy few, et souvent parce qu'ils les ont développés, qui les utilisent. Mais la pénétrance en fait, dans le monde soignant est très très réduite. Est-ce qu'on a des explications pour ça ? Alors, la première chose, c'est que je pense que déjà, ça remet en question un peu... ça nous remet en question. C'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un algorithme pour faire notre travail ? Et ça, c'est difficile de se remettre en question en se disant que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que la performance, elle n'est pas tout le temps optimale au cours de la journée. C'est l'impression d'être jugé aussi sur son travail quand l'algorithme... Et puis aussi la méconnaissance de quoi faire quand l'algorithme n'est pas en accord avec nous. Si l'algorithme nous dit il faut hospitaliser ce patient alors qu'on a la conviction qu'il faut pas l'hospitaliser, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et le problème, c'est que ces algorithmes sont souvent basés sur des cohortes rétrospectives et ne passent jamais vraiment la barrière du prospectif, de savoir quand on est confronté, qu'est-ce qu'on y fait ? Et est-ce que ça nous fait vraiment changer d'avis ? Je suis assez d'accord avec toi parce que finalement, si on prend l'exemple du Covid, il faudrait que je renseigne un premier algorithme pour savoir si le patient va mourir ou pas. Après, pour le trier, où est-ce que je le mets ? Ensuite, est-ce qu'il va falloir que je me prépare à l'intuber ou pas ? Après, qu'est-ce que je vais dire à la famille pour ce qui est... Enfin, on passerait finalement notre temps à alimenter. Et on n'en a pas... Enfin, ça, je ne sais pas. Hein, mais en termes de prédiction, je ne suis pas très très bon. Mais... En termes de prise en charge, tu n'en as pas besoin. C'est peut-être ça qui est intéressant. Oui, on ne l'a jamais testé non plus pour savoir. Par exemple, sur les cas... Par exemple, moi, est-ce que je suis intéressé pour prédire une hypotension chez un patient ? Là, ça m'intéresse vachement. Parce que là, pour le coup, tu sais bien, tu es en neuro, j'ai probablement un impact important sur le devenir. Et puis l'autre chose en tant que clinicien, on est parfois surchargé, la pollution sonore est surchargée par des infos différentes, de capteurs différents et d'écrans différents. Si j'avais la capacité d'avoir une fusion de ces données pour me prédire des données vraiment importantes, ventilatoires, circulatoires, l'hémodynamique cérébrale, le moniteur, putain, là c'est bingo, et là je pourrais faire un pas de plus vers l'idée que cet outil va vraiment m'aider. Alors moi je crois vraiment au monitorage et au fait qu'on peut progresser sur le monitorage et sur les alarmes via ce genre d'algorithme. Sur la prédiction de l'hypotension, excusez-moi parce que je pense qu'on n'y passera plus après, je crois que c'est vraiment très intéressant, notamment pour le fait d'être préemptif plutôt que réactif. C'est-à-dire que si tu as un appareil qui te prédit une hypotension, une désaturation, une altération du métabolisme cérébral ou que sais-je, ne serait-ce que 10 minutes avant que ça se produise, eh bien finalement tu es dans une attitude plus préventive ou préemptive et finalement tu peux intervenir ou mettre en place les moyens correctifs avant que l'événement n'arrive. Là 10 minutes c'est intéressant. Et là 10 minutes ça vaut vraiment le coup. Mais c'est pas, pour l'instant c'est pas 10, c'est plutôt entre 1 et 5 minutes. C'est déjà pas mal. Ouais, ça dépend. Enfin, en fait, j'en sais rien. Ça analyse l'évolution de la courbe, donc c'est en invasif bien sûr. Et c'est l'évolution. Il n'y a pas que le. Mais c'est aussi le problème, c'est que en fait, il n'y a pas d'analyse de la pente, c'est du clustering. Donc ce qu'il y a derrière, on n'en a aucune idée. Et il y a eu des choses plus en physique sur les pendules, les doubles pendules, qui font en fait des mouvements complètement chaotiques. Et ils ont fait du clustering et ils se sont aperçus que ces mouvements chaotiques pouvaient être
mieux prédit avec ces clusterings. Sauf qu'une fois qu'ils ont fait l'analyse, en fait, il n'y a pas d'énergie cinétique, il n'y a pas de gravité. Et donc, ça fait aussi repenser les concepts. En physique, on vous dit qu'un pendule ne marche pas avec de la gravité et de l'énergie cinétique. C'est quoi qui le fait marcher, en fait ? Et donc ça aussi, ça nous re-questionne sur nos concepts en fait de base. Oui, on a appris que la pression artérielle, probablement qu'elle doit diminuer peut-être de 10% avant. Oui, mais si tout ça c'est faux en fait, qu'on n'a pas encore les indices qui donnent la vraie prédiction de l'hypotension, et ça remet aussi en question nos concepts physiologiques en fait. Tout à fait. Oui, Cédric. Non, moi, je te remercie pour ton topo. C'est bien parce qu'on était à peu près raccord en fait sur les différentes choses. Et moi, il y a juste un truc en fait que je vois et surtout ce que tu disais à la fin, c'est que c'est quelque chose en fait qu'on va pas éviter. C'est-à-dire que de toute manière, le machine learning et l'IA, c'est des trucs qui vont rentrer dans notre pratique. On pourra pas y couper. C'est en train d'exploser de tous les côtés. Et ouvertement, c'est hyper important que qu'on s'en saisisse en fait de tout ça, justement par rapport à ce que tu disais tout à la fin, c'est-à-dire que le choix des données, le choix des éléments qui rentrent dedans et de l'outcome en fait qui nous intéresse, c'est quelque chose qui est essentiel. Enfin, moi j'ai plein d'exemples, notamment sur la prédiction ou autre chose, avec des gens qui utilisent pour la prédiction du nombre d'admissions aux urgences l'heure précédente. Ok, mais en fait ça pour le coup en pratique, déjà on a vu la difficulté de mettre en application, mais si en gros on sait à 59 que ce qui va se passer après, ça nous aidera pas. Donc en fait il faut que les médecins en fait s'investissent là-dedans, enfin que des médecins, pas tous forcément, mais qu'on s'investisse là-dedans pour amener justement nos besoins réels. Ouais, et ça c'est essentiel. C'est là où on aura l'acceptabilité. Et puis pareil, par exemple dans l'étude du sepsis, les études du transcriptome, ils n'ont pas mis n'importe quoi. Ils l'ont réfléchi avant. Si on met n'importe quel transcriptome en se disant je vais dégager des clusters, ça ne marchera jamais, ça. Bonjour, Mickaël Javikani, moi je suis médecin en réanimation à l'hôpital Beaujon. Je vous remercie pour vos deux présentations. Là, vous parlez un peu de notion de triage à la fin et de voiture autonome. Vous avez parlé ni l'un ni l'autre des questions des dilemmes et comment intégrer ça dans les questions de l'intelligence artificielle. Alors dilemme, ça peut être du tri dans le triage des patients Covid notamment ou autres. Parce que c'est pas du tout encore intégré dans ces problématiques-là ou parce que c'est pas faisable à l'heure actuelle ? En fait, les problèmes de dilemme dans ces algorithmes-là, ça mène, j'ai l'impression, souvent à du surtriage, en fait. Mais parce que dilemme, ça peut être aussi devoir choisir entre un patient ou un autre, et notamment sur la question des voitures autonomes, il y a une problématique certaine sur choisir qui la voiture doit tuer entre guillemets lors d'un accident. Donc là, et que voire même les exemples d'IA où tu construis des discours sur les données nourries, ce sont des discours qui peuvent être xénophobes. Donc j'imagine même pas ce que ça pourrait donner si on regarde ce que pourrait être un choix d'une intelligence artificielle dans un dilemme. Là, on n'en est pas mûr, du tout. On a le temps pour une dernière question. Puis pour le coup, le machine learning en général, c'est que statistique. Là, tu parles d'IA en fait, qui est au-dessus dans le champ, qui est en fait au-dessus du machine learning. Il y a de la place devant pour ceux qui sont debout. Oui, restez pas debout, installez-vous confortablement. Pauline, merci beaucoup.